Bonjour, je m'appelle Elias. J'ai acheté à mes parents un manoir en bord de mer d'une valeur de près d'1 million de dollars, espérant qu'ils auraient enfin la paix. Mais quand je suis arrivé, ma mère pleurait. Mon père tenait à peine debout. Et la femme de mon frère leur hurlait de sortir et de mourir. Mon frère, lui, se tenait là en riant. Ils ont dit que la maison était à eux maintenant, que je n'avais pas ma place là-bas. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. J'avais des preuves et je n'allais pas m'en aller cette fois. Alors, comment se battre pour sa famille sans devenir comme ceux qui vous ont trahi? Le soleil était déjà haut quand j'ai quitté la Pacific Coast Highway pour m'engager sur la route étroite qui serpentait vers les falaises. L'océan s'étendait à ma gauche, argenté et infini. Il m'a fallu 30 ans pour arriver ici. Pas le trajet, mais la vie qui a mené à ce moment. J'avais passé mes meilleures années à dessiner des maisons pour d'autres personnes, les regardant vivre des rêves que j'espérais seulement pouvoir offrir à mes parents. Aujourd'hui, cela a changé. La maison se dressait exactement comme je l'avais imaginé en la concevant. Un long cadre blanc avec des volets en cèdre, le vent marin effleurant les balustrades en verre du balcon. Je pouvais imaginer maman en robe de chambre, s'occupant de ses roses. Papa installant son chevalet dans la véranda comme il l'avait toujours dit qu'il le ferait quand les choses se calmeraient. Pour une fois, les choses s'étaient calmées. C'était censé être la paix. Je me suis garé près de l'allée, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis une seconde. Le silence était profond, presque trop profond. Pas de radio jouant du vieux haut-parleur de papa. Pas d'odeur de café. J'ai de nouveau vérifié mon téléphone. Toujours pas de message de call. Mon frère n'avait pas appelé depuis des semaines. Il avait manqué le dîner dimanche dernier. Ignorait l'anniversaire de maman. Et pourtant, je me suis dit, comme je le faisais toujours, que la famille finit par revenir. J'ai attrapé la petite boîte avec les clés et l'enveloppe contenant le titre de propriété, j'ai remonté le chemin et j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Tous les rideaux étaient fermés. Maman ne les fermait jamais. Elle disait que la lumière était la chose la plus proche de la foi. Puis je l'ai entendue. Une voix. Non, 2 voix. Étouffée au début, puis plus vive. Un bruit sourd suivi d'un silence. Ma poitrine s'est serrée. J'ai fait les derniers pas rapidement et j'ai poussé la porte d'entrée. La première chose que j'ai vue, c'est ma mère dans un coin du salon, se tenant la joue, les yeux grands et humides. La seconde, c'est mon père sur le porche juste à l'extérieur, s'appuyant sur le cadre de la porte, une main sur sa poitrine, haletant. Et puis je l'ai entendu, Tessa, la femme de mon frère, sa voix tranchant l'air comme un couteau. Tu crois que tu peux me donner des ordres dans ma maison? Tu serviras ou tu sortiras, vieille femme. Elle a de nouveau giflé ma mère. Fort, final. Maman n'a même pas crié, elle a juste détourné le visage, tremblante. Je me suis figé là où j'étais, incapable de comprendre. Tous les sons se sont tus dans le monde. Derrière elle, appuyé contre l'embrasure de la cuisine avec un verre de whisky, se trouvait Cole, mon frère, mon seul frère. Il a souri en coin quand il m'a vu. Eh bien, regarde qui a décidé de venir, a-t-il dit. Tu es enfin venu à la maison que tu as achetée. Dommage. C'est à nous maintenant. Les mots n'avaient pas de sens au début. À nous? Comment ça pourrait être à nous? Mes parents n'avaient rien signé. C'était leur maison. Je l'avais construite pour eux. Maman a essayé de se lever, chuchotant quelque chose comme « Ellie, ne fais pas ça. » Mais Tessa l'a coupé d'un geste de la main. S'il te plaît, s'est-elle moquée. Si tu voulais acheter de l'amour, tu aurais dû garder le reçu. J'ai fait un pas en avant, le cœur battant, mais la voix de papa est venue faiblement du porche. N'aggrave pas les choses, mon fils. Sa main tremblait si fort que je me suis approché et l'ai aidé à s'asseoir. Il ne voulait pas me regarder. C'est là que je l'ai vraiment vu. Les meubles du salon réarrangés. Le fauteuil de couture de ma mère disparu. Les portraits de famille remplacés sur la cheminée où se trouvait notre vieille photo. Papa au milieu. Maman à côté de lui. Moi et Cole de chaque côté. Maintenant, il y avait un nouveau cadre. Cole se tenait au centre, le bras autour de Tessa. Mes parents, plus petits, comme des notes de bas de page dans leur propre histoire. Mon visage avait disparu. Je me suis approché, le silence pesant comme un poids. Le seul son était le faible bourdonnement des vagues à l'extérieur et le soupir satisfait de Tessa.
Tu aurais dû rester à l'écart, Elias, a-t-elle dit doucement. Tu ruines tout ce que tu touches. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé à nouveau la pièce, mémorisant chaque détail. Le tapis taché de vin renversé. L'art sur les murs remplacé par quelque chose de criard. L'odeur de parfum bon marché là où la lavande de ma mère flottait autrefois. Ce n'était plus une maison. C'était quelque chose de creux, de volé. Cole a vidé son verre en souriant. Ne me regarde pas comme ça. Tu leur as donné les clés toi-même. À quoi t'attendais-tu? Tu as toujours été le cas de Charité qui pensait que l'argent pouvait acheter la famille. Mes mains se sont crispées en point avant même que je ne m'en rende compte. Mais les yeux de maman ont rencontré les miens, suppliant non pas pour elle-même, mais pour moi. J'ai expiré lentement. Pas de cris, pas de menaces, juste le silence. Je me suis retourné, guidant papa vers le porche. L'air marin nous a frappés tous les deux, vif et froid. Il a attrapé ma manche, la voix tremblante. Ne fais pas de problème. S'il te plaît, laisse tomber. J'ai hoché la tête, bien que je ne puisse pas. Pas vraiment. J'ai regardé à nouveau la maison. La lumière du soleil frappait le boîtier métallique de la caméra de la sonnette que j'avais installée il y a quelques semaines. Un de ces nouveaux modèles qui sauvegardent sur le cloud. Je l'avais installé moi-même. Personne n'avait pensé à la déconnecter. J'ai pris une profonde inspiration, le vent salé me brûlant la gorge. Chaque maison a des murs, ai-je chuchoté plus pour moi-même que pour quiconque. Et les murs se souviennent. Je suis remonté dans la voiture, les mains tremblant encore, mais ma voix stable dans ma tête. Et c'est là que j'ai réalisé que parfois, le silence n'est pas la paix. C'est la préparation. Le moteur était éteint, mais mes mains restaient crispées sur le volant. Je n'ai pas cligné des yeux pendant longtemps. Je ne pouvais pas. Les lumières de la maison s'étaient éteintes il y a 1 heure, mais j'étais toujours garé de l'autre côté de la rue, englouti par la nuit et la douleur dans ma poitrine. Mon téléphone brillait faiblement sur le siège passager, rejoint un silence plus violent que n'importe quel cri. Appuyer, rembobiner, rejouer. Les images de la caméra de la sonnette se sont chargées, chaque clip plus déchirant que le précédent. Il y avait Cole, 2 jours avant la surprise de l'anniversaire, debout sur le perron avec 2 camions de déménagement derrière lui. Il n'a même pas frappé, a juste déverrouillé la porte et est entré comme s'il était chez lui. Tessa a suivi, aboyant des ordres aux déménageurs. Ça, dans la chambre principale. Non, ce tableau moche. À la poubelle. Puis est venue la partie que je ne pouvais pas oublier. Maman et papa, debout là comme des invités dans leur propre maison. Elle tenait une tarte. Il avait son livre de mots croisé sous le bras. Il n'avait rien vu venir. Cole a fait un geste de la main. Désinvolte. Vous devrez vider les pièces du fond. Les déménageurs ont besoin de place. Oh, et celle-ci. Il a montré la véranda. Mon bureau maintenant. Et puis Tessa, sa voix résonnant dans le micro, claire comme de l'eau de roche. Dégage du chemin, Mara. Ce n'est plus toi qui commande. Pas de cri, pas de résistance, juste un lent hochement de tête de mon père, juste ma mère pressant sa paume contre le cadre de la porte, juste au-dessus des initiales que j'y avais gravées quand la peinture était encore fraîche. Son contact a persisté 1 seconde, puis elle a reculé. Pause. Mon reflet sur l'écran semblait creux. Je leur ai construit la paix, me suis chuchoté, et c'est devenu leur prison. Le matin est arrivé trop tôt. Je n'avais pas dormi, j'avais juste dérivé entre les souvenirs et la rage. Quand je suis arrivé dans l'allée, la maison avait l'air ordinaire à nouveau, trompeusement, comme si elle ne venait pas de devenir une scène de crime que personne ne signalerait. À l'intérieur, l'odeur de bacon trop cuit a frappé l'air. Tessa était à la cuisinière, retournant des œufs avec la confiance d'une propriétaire de longue date. Elle portait un des tabliers de maman, le bleu avec les petites cerises. Je l'avais acheté pour elle lors d'un voyage en voiture en 96. Maintenant, il s'accrochait à quelqu'un d'autre. Cole était assis à table, occupant le siège de papa comme s'il lui avait toujours appartenu. Des journaux étalés, du café à la main. Papa était assis au bord de la pièce, silencieux. Maman se tenait près du comptoir, versant du jus d'orange avec une prise à peine assurée. Je les ai salués, froidement, nonchalamment, en les observant. Tessa s'est retournée avec un faux sourire. Eh bien,
si ce n'est pas le fils prodigue qui a décidé de nous honorer de sa présence. Cole a renchéri. Détends-toi, petit frère. Ils sont heureux ici, n'est-ce pas, maman? Maman a levé les yeux, ses lèvres formant la forme d'un sourire, mais pas le son. Quand elle a finalement dit oui, il s'est brisé à mi-chemin. Je me suis assis en face de Cole. J'ai regardé la façon dont il remuait son café comme s'il ne volait pas les gens qui nous ont élevés. Je me suis penché. Où est l'acte de propriété, Cole? Il n'a pas bronché, a juste souri en coin. Est-ce que ça a de l'importance? Ils vivent ici. Nous vivons ici. La famille, n'est-ce pas? Ce mot. Il l'a dit comme une arme. Tessa a posé une assiette devant moi. Tu te méprends, Elias. C'est notre maison. Nous les laissons simplement rester par gentillesse. Personne ne les force. Ils sont libres de partir quand ils le veulent. La main de maman a tremblé. Elle a renversé un peu de jus. Personne n'a bougé pour l'aider. J'ai regardé mon père, attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Mais ses yeux n'ont jamais rencontré les miens. Il m'avait effacé des photos, du salon, de l'histoire. Maintenant, il voulait m'effacer de la vérité. Plus tard, pendant que Tessa mettait de la musique à fond dans la cuisine et que Cole sortait pour un appel, papa m'a pris à part. Il n'a pas parlé tout de suite, a juste regardé les vagues qui s'écrasaient au-delà de la terrasse arrière. J'ai essayé de l'arrêter, a-t-il finalement chuchoté, mais il a dit. Il a dit qu'il nous mettrait dans une maison de retraite si nous n'étions pas d'accord. Il s'est étouffé sur le dernier mot. J'ai attrapé son bras alors qu'il titubait dans le fauteuil derrière lui, toussant dans son poing. Un instant, j'ai cru qu'il faudrait appeler le 911. Je ne pouvais pas laisser ça arriver à ta mère. Elle n'est plus aussi forte qu'avant. Maman est entrée dans la pièce, les yeux se dirigeant vers le couloir. Sa voix était à peine audible. Ne les combats pas. Pas encore. Tu perdras tout. Ils retourneront ça contre toi. J'ai hoché la tête comme si je comprenais, mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Pas une dépression. Un changement net et froid. La vieille peur de briser la famille, de causer de la douleur, s'était dissoute. Ce qui a pris sa place était plus vif, plus intelligent. Cette nuit-là, la lune était de nouveau sortie, pâle et indifférente. Je me tenais sur le porche avec l'océan qui bourdonnait derrière moi et la caméra de la sonnette qui clignotait régulièrement à côté de moi, enregistrant toujours, écoutant toujours. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler les clips sauvegardés, le déménagement, les menaces, la façon dont mon nom avait disparu de chaque centimètre de cet endroit. J'ai mis chacun en signet. Pas pour la vengeance, pour la vérité. Bien, ai-je marmonné. Si la maison dit des mensonges, je la laisserai dire la vérité. Le vent s'est levé, mais je n'avais plus froid. J'ai joué une autre vidéo, la suivante dans la file d'attente, et c'est là que je l'ai entendue. Bas, à peine audible, mais indéniable. Une voix, la voix de Cole, mais il ne parlait pas à Tessa. Non, il chuchotait à quelqu'un d'autre. Au moment où j'ai entendu la voix de Cole dans cet enregistrement, une étrange immobilité s'est installée en moi. Il ne parlait pas à Tessa. Il chuchotait à quelqu'un, bas, délibéré. Quelque chose sur le fait de bien choisir son moment et de s'assurer qu'il soit, trop fatigué pour se battre. Cela seul suffisait à glacer le sang. Je n'ai pas reconnu l'autre voix. Mais je savais une chose. Ce n'était pas seulement une prise de contrôle. C'était prémédité, et j'en avais fini d'être l'observateur silencieux. 3 jours ont passé. Je n'ai rien dit. J'ai joué le rôle, le fils passif et fatigué qui laissait les choses aller. Et puis, juste avant le coucher du soleil, Cole a appelé. Et mec, a-t-il dit, d'un ton léger comme si de rien n'était. On fait un dîner de famille ce soir. Tu devrais venir. Pas de drame, juste de la nourriture. Comme au bon vieux temps. Je n'ai pas hésité. Bien sûr, ai-je dit, comme au bon vieux temps. Ce soir-là, je suis arrivé dans l'allée. Les lumières du porche brillaient. Trop chaleureuses, trop accueillantes. À l'intérieur, je pouvais déjà entendre un jazz doux. Miles Davis, bien sûr, un morceau paresseux de l'album Kind of Blue. L'idée de Cole d'un calme cultivé. Ça sentait la performance. La table était dressée pour 6,
bien que seulement 5 sièges fussent occupés. Les bougies vacillaient doucement. Un rôti fumait au centre comme un plat de fête. Tessa portait une robe portefeuille rouge. Les cheveux trop nets, le maquillage trop impeccable. Maman avait l'air d'avoir repassé son chemisier 2 fois. Papa portait un gilet en tricot qu'il n'avait pas touché depuis des années. Ils étaient habillés pour recevoir, pas pour le confort. Elias, a dit Cole en s'approchant les bras ouverts comme un politicien. Content que tu aies pu venir. J'ai serré sa main. Sa poignée a persisté une seconde de trop. Tessa a offert un sourire. Nous voulions que ce soit spécial. Tu as été si distant. Occupé, ai-je répondu. Mais je n'aurais pas manqué ça. J'ai pris le siège directement en face de Cole. Entre nous, une longue table en chêne que j'avais restaurée moi-même. Chaque égratignure et chaque rainure contenant des années de repas de famille. Maintenant, elle ressemblait à une ligne de démarcation. Nous contre eux. Cole a levé son verre, la tige tourbillonnant entre ses doigts. À la famille, a-t-il dit. J'ai rencontré son regard, calme. À la vérité. Il a souri, mais le coin de sa bouche a tressailli. Le dîner a commencé. Tessa a passé les plats comme une hôtesse dans une émission de cuisine. Elle a complimenté le décor, l'éclairage, même son propre assaisonnement. Il faut avouer, a-t-elle dit, que j'ai vraiment redonné vie à cet endroit. C'était si terne avant. Cole a ri. Eh bien, Elias a toujours été généreux. Acheter une maison entière juste pour venir en vacances, c'est de l'amour fraternel de haut niveau. J'ai laissé les commentaires me glisser dessus. Maman a à peine touché à sa nourriture. Papa a gardé les yeux sur son assiette. Chaque bouchée était une rébellion silencieuse. Chaque regard un avertissement. J'ai étudié la pièce, la photo de famille au-dessus de la cheminée. Ma place avait été complètement rognée. Une nouvelle y était accrochée maintenant. Cole au milieu, les bras autour de nos parents comme le fils prodigue qu'il n'a jamais été. Chaque centimètre de la maison avait été rebaptisé. Les vases en céramique de ma mère remplacés par des abstractions modernes. La bibliothèque que j'avais construite avec papa disparue. Même l'odeur, autrefois de cannelle et de lin, sentait maintenant les diffuseurs chers et quelque chose d'artificiel. Au milieu du dîner, la sonnette a retenti. Le son a tranché la conversation comme une lame. Tessa a froncé les sourcils. Mais qui est-ce? Personne n'a bougé. Je vais voir, ai-je offert nonchalamment. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le couloir, sortant mon téléphone de ma poche. Au lieu d'ouvrir la porte, j'ai accédé au flux en direct et j'ai rembobiné les images de l'après-midi précédent que je n'avais pas encore examinées. Je suis resté là à regarder. Il y avait Tessa, poussant ma mère vers le couloir, sa voix vive, crachant du venin. Tu n'as pas à me dire comment gérer ma maison. Je me fiche de ce que tu faisais ici avant. C'est fini. Tu veux rester, tu te tais ou tu pars. Ma mère, serrant une serviette, a à peine réussi à se stabiliser. En arrière-plan, je pouvais entendre papa tousser, profondément, rauque, luttant pour respirer. Chaque mot, chaque image, captée par cette petite caméra à côté de la porte. La vérité enveloppée dans le silence, attendant d'être déterrée. Je suis retourné à table comme si de rien n'était. Je me suis assis, j'ai pris ma fourchette, j'ai mâché lentement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé la table. J'ai laissé le silence parler de lui-même. Après un moment, j'ai regardé Cole. Tu sais, ai-je dit en m'essuyant le coin de la bouche avec une serviette. Cette maison se souvient de tout. Tessa a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, tu es dramatique. Cole a souri en coin. Toujours avec les métaphores d'architecte. J'ai souri faiblement. Certaines structures sont construites pour durer. D'autres ont juste l'air jolies jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Maman a levé les yeux vers moi une seconde, mais ses yeux étaient humides. Elle a compris. Après le dîner, j'ai aidé papa à se lever de table. Ses mains tremblaient un peu plus que d'habitude. Je l'ai conduit à sa chambre, j'ai tiré la couverture jusqu'à sa poitrine et j'ai attendu que sa respiration ralentisse. Puis je suis allé dans la cuisine, j'ai embrassé doucement le front de ma mère et j'ai chuchoté, plus pour très longtemps. Elle n'a pas répondu, mais elle n'en avait pas besoin. Dehors, l'air était plus froid que d'habitude. La marée était montée,
s'écrasant contre les rochers avec force. Je me tenais près de ma voiture, le téléphone à la main. Le clip était toujours ouvert. J'ai renommé le fichier « Dîner pour la tromperie.mp4 ». Puis j'ai ouvert mon email, j'ai joint la vidéo et je l'ai envoyée à Daniel, mon ancien colocataire d'université devenu avocat. Pas d'explication, juste une ligne dans le message. Garde ça en sécurité. Je te dirai quand l'ouvrir. En appuyant sur envoyer, la maison derrière moi brillait d'un éclat doux et doré, comme une peinture. Mais je savais mieux maintenant. Ce n'était plus une maison. C'était une scène. Et chaque représentation a son acte final. La nuit après avoir envoyé les images à Daniel, j'ai à peine dormi. Pas par peur. Non, cette étape était passée. Mais parce que je n'arrêtais pas de rejouer chaque mot, chaque pause, chaque regard tendu à la table du dîner, quelque chose en moi avait changé. Mais avant que je puisse décider quoi faire de cette nouvelle clarté, quelqu'un a essayé de tout obscurcir, littéralement. Vers 2h20 du matin, j'étais dans la chambre d'amis à l'étage en train de vérifier les horodatage sur mon ordinateur portable quand le courant a été coupé. Sans avertissement, sans scintillement, juste le noir. Le jazz qui bourdonnait tranquillement en bas s'est tu. La petite lampe à côté de moi s'est éteinte. Même le faible bourdonnement du réfrigérateur en bas a disparu. Un instant, le seul son était l'océan, agité, constant. Je me suis levé lentement, le cœur stable, mais alerte. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai allumé la lampe de poche. Le couloir était noir comme dans un four. J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir principal et j'ai regardé par les fenêtres de devant. Toutes les autres maisons en bas de la falaise brillaient encore d'une chaude électricité. Les lumières du porche, les lampes de cuisine, les lumières de Noël pas encore enlevées. Seule cette maison était dans l'obscurité. Je suis descendu, évitant les marches qui craquaient par habitude. J'ai traversé la cuisine, puis la porte latérale près de la buanderie, et je suis sorti dans l'air frais de la côte. Le sable le long du sentier latéral était humide de la brume matinale, mais je les ai vus. Des empreintes de pas, nues, profondes, fraîches. Elles menaient directement au bord du jardin où notre clôture bordait la propriété des voisins. J'ai suivi lentement, chaque nerf à l'écoute. Puis je l'ai entendu, juste au-delà des lattes de bois. Une toux, basse, rauque, humaine. « Qui est là ?» ai-je appelé, gardant ma voix égale. Une pause. Puis la voix est venue, lente et bourrue. « Je m'appelle Henri. J'habite à côté. Vous êtes Elias Ward ?» Je me suis approché. La silhouette d'un homme est apparue sous la faible lumière des étoiles. Il semblait avoir la soixantaine. Les épaules larges, la barbe poivre et sel, des bottes de travail, une veste usée, des mains comme du papier de verre. « Je vous ai vu dans le coin », a-t-il ajouté. « Votre père a parlé de vous. Vous connaissiez mon père. » Henri a fait un petit signe de tête. Pas bien, mais assez. Il a sorti quelque chose de la poche de sa veste et l'a tendu par-dessus la clôture. Il a laissé tomber ça il y a quelques jours. J'ai pensé que vous devriez la voir. C'était une clé USB. Petite, ordinaire, mais rien dans tout cela n'était ordinaire. Je l'ai prise, j'ai hoché la tête en guise de remerciement silencieux et je me suis reculé lentement. Henri n'a rien dit de plus, a juste disparu dans l'obscurité. De retour à l'intérieur, j'ai allumé mon ordinateur portable en utilisant la batterie de secours que je gardais dans ma mallette. La clé USB s'est chargée rapidement. Un seul fichier vidéo, horodaté 5 jours plus tôt, étiqueté simplement « Jardin 1207 ». Il s'est ouvert sur une vue tremblante de notre jardin, prise d'un deuxième angle, un que je n'avais jamais installé. Probablement celui d'Henri. Tessa se tenait près de la table de patio, les bras croisés, la voix vive. Mara était juste hors champ, mais je pouvais l'entendre. J'ai dit que j'arroserais les plantes dans un instant, a dit ma mère, calme mais lasse. Tessa a répliqué. Tu le feras maintenant si tu veux continuer à dormir à l'intérieur. En arrière-plan, Cole se prélassait sur une chaise longue, un verre à la main, le visage détourné. Puis, faiblement, la voix d'Henri, à peine audible de l'autre côté de la clôture. Et, ça suffit. Ce n'est pas ta servante. Tessa s'est tournée vers le son, la voix s'élevant. Mêlez-vous de vos affaires, voisin. C'est ma propriété maintenant. Je la gérerai comme je veux. J'ai mis la vidéo en pause.
Mes mains se sont resserrées sur les bords de l'ordinateur portable. Même ton, même poison. Mais ensuite, juste avant la fin de la vidéo, un autre moment, qui a tout arrêté. Mon père est entré dans le champ, lentement, prudemment, et s'est approché de la clôture. Il n'a pas regardé vers la maison, juste de l'autre côté. « Henri » a-t-il chuchoté à peine plus fort que le vent. « S'il te plaît, garde ça en sécurité. Mon fils en aura besoin. » J'ai arrêté la vidéo et je suis resté là, sans bouger. Il n'avait pas abandonné. Il ne s'était pas rendu. Il m'attendait. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir quand je suis finalement sorti de nouveau. Le froid mordait plus ce matin-là, comme si l'air lui-même portait un avertissement. Mara m'a trouvé assis sur les marches du porche, l'ordinateur portable sur les genoux, montrant toujours l'image figée du visage fatigué mais déterminé d'Harold. Elle s'est assise à côté de moi sans un mot pendant un moment. Puis doucement, il voulait te protéger. Il pensait que si tu les combattais, ils te détruiraient aussi. Je ne l'ai pas regardé. Ils ont déjà essayé. Sa main a trouvé la mienne. Un geste rare, simple mais rassurant. Nous sommes restés silencieux, a-t-elle dit. Nous pensions que le silence était la survie, mais cela leur a juste fait de la place. J'ai hoché la tête, regardant vers la clôture. Plus maintenant. Vers 7 heures, je me suis promené le long du jardin. Henri se tenait de son côté, appuyé contre un poteau, une tasse de café à la main. « Vous l'avez regardé » a-t-il demandé sans préambule. « Oui. » Il a grogné d'approbation. Votre vieux avait plus de cran qu'il ne le laissait paraître. Je le vois maintenant. Nous sommes restés un moment en silence. Le genre que seuls deux hommes qui en ont trop vu peuvent partager. Puis Henri a dit, vous avez ce dont vous avez besoin, des preuves, un témoin. Il vous suffit de décider ce que vous allez en faire. J'ai tourné la clé USB dans ma paume. Cette clôture nous séparait autrefois. Maintenant, c'est là que je tracerai la ligne. Henri a levé sa tasse dans un toast silencieux. Plus tard dans la matinée, je me tenais au comptoir de la cuisine. L'odeur du café qui infusait à côté de moi. La maison se réveillait. Je pouvais entendre Tessa faire cliqueter la vaisselle à l'étage. La voix de Cole flottait faiblement depuis le couloir, mais j'étais ailleurs. J'ai ouvert le tiroir sous le vieux porte-épices, celui que peu de gens utilisaient. J'ai cherché derrière la rangée de salières et poivrières dépareillées, et j'ai trouvé ce que j'y avais glissé il y a des années. Un mince dossier contenant l'acte de propriété original en papier, encore impeccable, portant toujours mon nom. Le souvenir m'a frappé comme une vague s'écrasant contre un rocher. La vieille boîte de classement dans le placard de mon appartement. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années, pas depuis que j'étais retourné à San José, mais je savais exactement ce qui y était enterré. J'ai quitté mon tréteau ce matin-là, le ciel s'accrochant encore à l'aube, et j'ai remonté la sinueuse 101 comme un homme chassant des fantômes. Le temps que j'entre dans mon appartement, le soleil traçait des lignes vives à travers les stores, coupant le courrier non ouvert et le vieux matériel de dessin. J'avais l'impression d'entrer dans une autre vie, une où les choses avaient encore un sens. J'ai écarté les boîtes de dossiers fiscaux, les relevés de comptes en souffrance, les plans de maisons qui n'ont jamais été construites. Et là, c'était une boîte en métal noir usé, ses coins cabossés, sa clé scotchée au fond comme une pensée paresseuse. À l'intérieur, parmi des documents délavés et des reçus cassants, je l'ai trouvé. Du papier couleur crème, des bords impeccables, mon nom à l'encre permanente, acte de donation, 60e anniversaire de mariage, la maison, le terrain, la clause qui stipulait que mes parents conserveraient tous les droits de résidence à vie, et sous, donateur, un seul nom, le mien. Aucune mention de Cole, aucune mention de Tessa, aucune propriété partagée, aucune échappatoire juridique. Je me suis souvenu de l'avoir signé dans un bureau calme avec mon avocat et un notaire. Je me suis souvenu de ma mère me tenant la main pendant que mon père s'éclaircissait la gorge et marmonnait, il en fait trop. Et je me suis souvenu d'avoir dit, ce n'est pas trop si ça vous donne la paix. Maintenant, en regardant le sceau en relief pressé dans le coin inférieur droit, j'ai chuchoté, ce n'est pas juste un bout de papier. C'est la ligne entre la vérité et le vol. Le même après-midi, je suis retourné. Le manoir se dressait sous le même soleil, la même brise marine serpentant à travers les pins. Mais le silence qu'il portait n'était pas le même. Il ressemblait à la respiration avant une tempête. Je n'ai pas frappé. Cole était étendu dans la véranda, un verre de whisky à la main.
Malgré l'heure, Tessa était assise à proximité, le téléphone dans une main, les jambes repliées sous elle sur le canapé. Aucun d'eux n'a bougé quand je suis entré. Je me suis dirigé directement vers la table à manger en chaîne et j'ai posé l'enveloppe avec un soin délibéré. Le poids à l'intérieur n'était pas lourd, mais il semblait être du granit dans ma main. Vous avez vécu dans une maison qui ne vous appartient pas, ai-je dit d'un ton égal. Cole ne s'est même pas redressé. Il a laissé échapper un rire sec. Oh, allons. On recommence? Tu leur as donné, tu te souviens? Joyeux anniversaire, maman et papa. Je leur ai donné, ai-je dit. Ma voix n'a pas monté. Pas à vous. Tessa a levé les yeux au ciel. Toujours à te prendre pour un martyr, Elias. Tu as disparu pendant 10 ans, et maintenant tu veux jouer au héros. Je l'ai ignoré. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai déplié l'acte de propriété et je l'ai posé soigneusement sur la table pour que le seau attrape la lumière du soleil. Ils ont tous les deux regardé. Le rebondissement s'était arrivé. C'est l'acte de propriété original, ai-je dit. Il est notarié, déposé, légal. Il me nomme comme unique propriétaire et stipule clairement que maman et papa ont le droit de vivre ici pour le reste de leur vie. J'ai tourné le papier pour qu'il leur fasse face. Il n'y a aucune clause de copropriété, aucun transfert, aucun droit d'occupation pour quiconque d'autre, surtout pas vous. Tessa s'est levée brusquement. Tu penses qu'un bout de papier change quoi que ce soit? Nous vivons ici. Nous nous occupons d'eux. C'est ce qui compte. Ce papier signifie tout au tribunal, ai-je répondu. Et vous ne vous occupez pas d'eux. Vous les terrorisez. La mâchoire de Cole s'est crispée. Tu n'oserais pas traîner toute la famille dans un procès. Je l'ai regardé, calme, stable. Pas besoin de traîner qui que ce soit. La loi entre d'elle-même quand elle voit une fraude. Derrière eux, j'ai remarqué un mouvement. Mara était entrée dans la pièce, sa main agrippant le bras d'Harold. Ses yeux se sont posés sur l'acte de propriété, puis se sont levés vers les miens. C'est enfin fini, a-t-elle dit, à peine plus fort qu'un murmure. Harold n'a pas parlé, mais il a levé une main tremblante et l'a posée à plat sur la table à côté de la mienne. C'était le plus petit des gestes, et il disait tout. Mais je n'ai pas célébré. Pas encore. Je les ai regardés tous les deux droit dans leur façade suffisante et fissurée. Je ne vous jette pas dehors aujourd'hui, ai-je dit. Pas parce que je ne peux pas, mais parce que je veux que vous compreniez ce qui va suivre. Tessa a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Elle s'est arrêtée. À partir de ce moment, ai-je poursuivi, vous ne leur parlerez plus de la manière dont vous l'avez fait. Vous n'élèverez pas la voix. Vous ne toucherez à rien qui n'est pas à vous, car si vous le faites, la prochaine fois, je ne viendrai pas seul. Il n'y avait aucune menace dans ma voix, juste la vérité, et la vérité frappe plus fort que les menaces. Cole n'a pas répondu. Il a juste regardé, son sourire en coin disparu. Tessa n'a rien dit, mais ses yeux se sont de nouveau posés sur l'acte de propriété, calculant. Derrière moi, j'ai senti la prise de mon père se resserrer très légèrement. Il était toujours debout, toujours fier. Je suis sorti sur le porche. Le soleil avait baissé, projetant de longs doigts dorés sur le chemin de gravier. De derrière la porte, j'ai entendu Cole murmurer, il bluffe. Puis la voix de Tessa, plate. Alors pourquoi sa voix tremblait-elle moins que la tienne? J'ai souri. En me retournant pour partir, j'ai vu Henri près de la clôture, les mains dans les poches de sa veste, regardant comme un homme qui avait déjà vu ce film. Il n'a pas fait de signe de la main. Il n'a pas parlé. Juste un signe de tête. Silencieux, solide. Le genre de signe de tête qui dit « Vous faites ce qui doit être fait ». Je lui ai rendu le même. Pas de mots, juste de la compréhension. Parce que parfois, le silence n'est pas la reddition, c'est la précision. Et ça. Ce n'était que le premier coup. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais ce qui allait arriver. Le lendemain matin, j'ai quitté San José avant le lever du soleil. La route côtière était calme, le ciel portait encore son pyjama gris pâle. Je suis arrivé au manoir vers 7 heures, m'attendant au silence. Au lieu de cela, j'ai vu 2 voitures de shérif garées devant. Mon estomac s'est noué. Je suis sorti du camion lentement, observant la scène. Tessa se tenait en haut des marches du porche, les bras croisés fermement sur sa poitrine,
les lèvres pincées dans une performance d'indignation. Derrière elle, Cole faisait les 100 pas comme un animal en cage, les cheveux en désordre, sa voix montant et descendant avec accusation. Puis la portière du conducteur d'une des voitures de patrouille s'est ouverte, et une silhouette familière en est sortie. « Bonjour, alias », a déclaré l'officier Ana Ramirez. Son ton était neutre, mais ses yeux l'ont trahi. Elle a reconnu le coup monté. « Nous avons reçu un appel pour une altercation. Possible maltraitance de personnes âgées. Le nom signalé était le vôtre. » J'ai regardé au-delà d'elle, vers Cole et Tessa. « Bien sûr. Elle essaie de retourner toute cette affaire, ai-je dit calmement. Mais je suis venu préparer. Dessous ma veste, j'ai sorti l'enveloppe brune que je portais depuis des jours, l'acte de propriété, les images, le témoignage écrit d'Henri. Je l'ai remise sans broncher. Cette maison est à mon nom. Elle l'est depuis des années. Mes parents sont les seuls à avoir le droit d'y séjourner à vie. Ces deux-là. Je me suis retourné pour regarder Cole et Tessa. Nos invités qui ont abusé de leur hospitalité. Ramirez a feuilleté les documents, ses yeux se plissant. Madame Tessa Ward, a-t-elle dit en s'avançant. Pouvez-vous expliquer pourquoi votre nom n'apparaît nulle part sur cet acte de propriété? Tessa a cligné des yeux rapidement. C'est un malentendu. Elias sait que nous vivons ici. Nous avons aidé avec la maison, aidé ses parents. Cole a interrompu, la voix plus forte maintenant. Il nous l'a donné verbalement. Lors d'un dîner l'année dernière, il a dit que c'était à nous. Ramirez a fermé le dossier et les a regardés tous les deux droit dans les yeux. Le droit de la propriété ne fonctionne pas sur des conversations de dîner. Le rebondissement 8 était arrivé. Quelques voisins avaient déjà commencé à se rassembler le long du trottoir, des tasses de café à la main, attirés par les voitures de patrouille et l'agitation matinale. J'ai aperçu Henri appuyé contre sa clôture, les bras croisés, silencieux comme toujours, sa présence suffisante. Tessa a élevé la voix, stridente maintenant. Vous ne pouvez pas tout nous prendre. Je n'ai rien pris, ai-je répondu. C'est vous qui l'avez fait. L'adjoint qui se tenait à côté de Ramirez s'est avancé. Vous allez devoir commencer à emballer vos affaires personnelles. Si vous avez un avocat, vous pouvez le contacter, mais vous devrez quitter les lieux jusqu'à nouvel ordre. J'ai vu Mara debout juste à l'intérieur de la porte. Ses yeux étaient vitreux, ses lèvres tremblaient. Elle ne pleurait pas de tristesse. Elle pleurait du pur soulagement d'être crue. Harold était derrière elle, droit, soutenu par sa canne. Il a posé une main sur mon épaule. « Tu as bien fait, mon fils » a-t-il chuchoté sans se briser comme je l'avais fait. Puis, juste au moment où l'adjoint se retournait vers le porche, j'ai senti une forte poussée dans ma poitrine. « Cole. Tu te crois meilleur que moi » a-t-il craché. « Tu as toujours voulu m'humilier. » Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas levé la main. Ramirez l'a immédiatement attrapé, le tirant en arrière, sa voix sévère. Ce n'est pas le moment. Les mains de Cole tremblaient, mais ce n'était plus de rage. C'était autre chose. C'était censé être à moi, a-t-il hurlé, craquant sous des années de ressentiment. Papa a promis. Il a dit que j'aurais tout. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme de la fumée après un incendie. Il ne protégeait personne. Il ne survivait pas. Il était simplement jaloux. Le rebondissement 9 n'a pas été crié. Il a jailli de lui comme une confession qu'il ne pouvait plus contenir. Toutes ces années à la deuxième place. Toutes les fois où j'étais resté silencieux, pensant que cela maintiendrait la paix, et il me détestait toujours pour ça. À midi, la maison était de nouveau silencieuse. Tessa et Cole avaient été escortés, chacun dans des véhicules séparés, avec rien de plus qu'un seul sac de sport de vêtements. Le reste serait géré par les avocats, les officiers et le temps. Mara était assise près de la fenêtre de devant, celle avec la vue la plus claire sur l'océan. Je me suis assis à côté d'elle, les genoux pliés, la tête baissée. Je n'ai jamais voulu de guerre, ai-je dit. Ses doigts ont trouvé les miens et les ont serrés. Parfois, a-t-elle dit doucement, la paix a besoin d'un défenseur. J'ai regardé au-delà de l'eau où l'horizon semblait enfin ouvert à nouveau. La lumière dansait sur les vagues comme elle ne l'avait pas fait depuis des semaines. Dehors, Henri a salué les officiers, puis a tourné la tête vers le porche. Il m'a fait le même signe de tête. Pas de mots, pas de chichi, juste la reconnaissance d'un homme qui a tenu bon à un autre.
Je suis sorti de nouveau sur le porche, le vent se levant, saumâtre et vif. Cet endroit se dressait toujours, plus fort maintenant. Je savais que ce n'était pas fini. Pas complètement. Pas encore. Mais aujourd'hui, la loi est entrée par la porte. Et cette maison, elle s'est souvenue à qui elle appartenait. La tempête est arrivée juste après minuit. Je fixais le plafond depuis plus d'une heure, écoutant les poutres de la vieille maison gémir à chaque rafale. La pluie tapotait les fenêtres comme des doigts tambourinant une chanson que seul le passé se souvenait. C'est alors que j'ai entendu frapper. Ce n'était pas fort, juste 3 petits coups, hésitants, comme quelqu'un espérant que personne ne répondrait. Je me suis redressé, j'ai posé les pieds par terre et je suis allé à la porte d'entrée pieds nus. Le bois était froid sous mes pieds. Quand j'ai ouvert, le vent s'est engouffré, et avec lui un fantôme. Cole se tenait là, trempé. Sa veste lui collait comme si elle avait perdu la volonté de le protéger. L'eau gouttait de ses cheveux. Ses yeux étaient rouges, non pas de pluie, mais de ce que la pluie ne pouvait laver. Pendant quelques secondes, nous nous sommes juste regardés. Je ne savais pas où aller d'autre, a-t-il finalement dit, la voix basse et cassée. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis écarté. Il est entré lentement comme un homme s'approchant de son propre jugement, non pas par gentillesse, mais parce que certaines fins méritent un témoin. Le feu n'était plus que des braises, mais je les ravivais. Cole s'est assis près de l'âtre, les flammes projetant sur son visage un étrange mélange de chaleur et de regret. Le même sol qu'il avait autrefois déclaré sien était maintenant trempé sous ses bottes. J'ai tout gâché, a-t-il marmonné. J'ai tout perdu. Tessa est partie. Les enfants ne répondent pas à mes appels. J'ai été licencié la semaine dernière. Il a eu un petit rire amer. Je suppose que j'ai enfin eu ce que je méritais. Je me suis appuyé contre l'embrasure de la porte, les bras croisés, le regardant se défaire. Il ne ressemblait pas à l'homme qui criait sur ce porche il y a quelques jours. Il ressemblait au garçon qui s'écorchait autrefois les genoux en poursuivant les mouettes sur la plage. Je pensais que papa t'aimait plus, a-t-il poursuivi. Cette maison, c'était comme prouver que j'existais. J'ai parlé tranquillement. Tu n'avais pas besoin de voler l'amour pour le mériter. Rebondissement 10. La confession du frère s'est installée dans la pièce comme un brouillard. Ce n'était pas de la cupidité. C'était un garçon perdu trop longtemps dans son propre reflet. J'ai traversé la pièce et j'ai sorti un vieil album photo de l'étagère. La tranche était fissurée, le cuir usé. J'ai tourné à une page près du milieu, puis j'ai tourné le livre vers lui. 2 garçons, les bras pleins de bois flottés, riant sur la même plage derrière cette maison. Lui, plus grand de 2 pouces, moi, une dent de devant en moins. Tu te souviens de ça, ai-je demandé. Il a hoché la tête, un fantôme de sourire au coin de sa bouche. Oui, avant que tout ne devienne compliqué. Ce n'est pas devenu compliqué, Cole. Tu l'as rendu cruel. Il a fixé le feu. Tu as raison. Un temps est passé. Puis il a de nouveau levé les yeux, sa voix plus petite maintenant. Je ne peux pas réparer ce que j'ai fait, mais s'il te plaît, ne les laisse pas me détester pour toujours. Ses larmes n'étaient pas dramatiques. Elles sont simplement tombées comme un homme trop fatigué pour les arrêter. Je ne sais pas ce qui s'est adouci en premier, mes poings ou ma colonne vertébrale, mais quelque chose a lâché. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Mais je ne peux pas te sauver non plus. Cole a hoché la tête. C'était la différence maintenant. Il ne s'est pas défendu. Il a accepté le poids. Depuis le couloir, des pas feutrés. Mara est apparue, enveloppée dans sa vieille robe de chambre. Elle a regardé Cole comme on pourrait regarder une boîte laissée sur le trottoir sous la pluie. Endommagée mais pas jetée. Elle lui a tendu une serviette et a dit un seul mot. Mange. Il l'a prise, les yeux écarquillés comme s'il ne s'attendait même pas à ça. Du fond de la pièce, la voix de mon père. Assieds-toi. Cole a obéi. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein, fragile, honnête. Dehors, la tempête a commencé à se calmer, comme si même la nature avait fait une pause pour respirer. Cole a passé la nuit dans la vieille chambre d'amis, la même où notre oncle avait l'habitude de s'écraser quand la vie devenait trop dure. C'est drôle comme les cycles se répètent. Je suis resté allongé dans mon lit, écoutant l'océan gronder contre les rochers. Pour la première fois depuis des semaines,
je ne jouais pas à des jeux d'échecs mentaux. Pas de stratégie, pas de coup, juste une interrogation silencieuse. Quelqu'un peut-il vraiment changer? Ou se lasse-t-il simplement de mener les mêmes batailles? Le temps que le ciel commence à s'éclaircir, il était parti. Dans la cuisine, à côté de l'évier, j'ai trouvé deux choses, son alliance et un mot griffonné au dos d'une liste de courses. Pour une fois, je pars sans prendre quelque chose. Je l'ai regardé un long moment. La bague était lourde dans ma paume, chaude de sa peau, froide de tout le reste. Je suis sorti au bord de la falaise derrière la maison. Le vent était vif mais pur. D'un simple geste du poignet, j'ai jeté la bague à la mer. Elle a disparu sans un bruit. Le matin était calme. Non pas le genre de silence qui vient du vide, mais la paix que l'on gagne après la tempête. La lumière se déversait par la fenêtre de la cuisine, attrapant le bord de la tasse de thé de Mara alors qu'elle la posait doucement sur le comptoir. J'étais à table, feuilletant une petite pile de courriers non ouverts que nous ignorions depuis des jours. La plupart étaient du courrier indésirable, des prospectus, des avis de retard de paiement, des offres d'assurance avec de faux noms manuscrits sur l'enveloppe. Puis je l'ai vue. Une enveloppe blanche unie avec le sceau du comté dans le coin. Bureau de l'enregistrement du comté de Montray. Je l'ai ouverte lentement, plus curieux qu'inquiet. Mais la première ligne m'a coupé le souffle. Avis de modification de titre de propriété. Litige de propriété en cours d'examen. Ma main s'est figée à mi-page. Mes yeux ont de nouveau balayé, plus lentement, refusant de croire ce que je venais de lire. Selon la lettre, quelqu'un avait soumis un nouvel acte de propriété, un qui prétendait que la maison appartenait maintenant à Colward. Quoi? Ai-je chuchoté. Comment? Comment cela pourrait-il même exister? Mara s'est retournée de la cuisinière, son sourire s'effaçant. De quoi parles-tu? J'ai brandi la lettre. Ils examinent un nouvel acte de propriété. Quelqu'un a redéposé la propriété à son nom. Son visage est devenu pâle. Tu veux dire qu'il essaie encore? Aucune réponse ne semblait appropriée. Je suis simplement resté là, la chaleur du matin maintenant remplacée par un frisson dans ma colonne vertébrale. Je n'ai même pas fini mon petit déjeuner. Le temps que le palais de justice ouvre, j'étais déjà garé dehors dans une voiture embuée, agrippant le volant si fort qu'il craquait. À l'intérieur, la même greffière qui avait traité l'acte de propriété original de mes parents il y a 20 ans a levé les yeux avec une gentillesse lasse. Elias Ward, a-t-elle demandé en ajustant ses lunettes. J'ai entendu dire qu'il y avait un dépôt sous votre parcelle. J'ai hoché la tête. J'ai reçu la lettre. C'est une erreur. Ça doit l'être. Elle a tapé un moment, puis a froncé les sourcils. Oui. Un nouvel acte de propriété a été soumis la semaine dernière. Livré en main propre. Par qui? Une femme nommée Tessa Ward. Mon estomac s'est retourné. C'est un faux, ai-je dit en essayant de rester calme. Elle l'a falsifié. Elle a levé les yeux vers moi. Il a l'air bizarre. La signature est tremblante, ne correspond pas au dépôt précédent, mais la façon dont il est déposé, il déclenche quand même une période d'examen. Vous devrez déposer une requête pour le contester formellement. Rebondissement 11. L'acte de propriété falsifié. Je pouvais presque entendre la voix de Tessa dans ma tête. Si tu ne me le donnes pas, je le prendrai d'une autre manière. 3 jours plus tard, nous étions au tribunal. Ce n'était pas un grand procès, juste une audience d'urgence dans une petite salle qui sentait le papier et le vieux bois. Le juge était assis en simple robe, jetant un coup d'œil entre les deux parties comme quelqu'un habitué aux absurdités, mais toujours ouvert à la justice. Tessa portait la confiance comme un parfum bon marché. Elle est entrée avec un dossier serré contre sa poitrine et un regard suffisant qui me disait qu'elle pensait avoir déjà gagné. Cole n'était pas là. Je me suis avancé le premier. Votre honneur, ai-je dit calmement, en posant l'acte de propriété original, la clé USB avec les images et la déclaration sous serment d'Henri sur le bureau. Il ne s'agit pas de propriété. Il s'agit de dignité, d'une promesse que j'ai faite à mes parents. Tessa n'a pas attendu la permission d'interrompre. Il ment. Il a inventé cet acte de propriété. Le mien est le vrai. Mon mari l'a signé il y a des années. Le juge a à peine cligné des yeux. Madame, le nom de votre mari n'apparaît pas sur le dépôt de propriété original. Il n'y a aucun précédent légal pour ce transfert.
Elle s'est faite plus bruyante. Vous prenez son parti parce qu'il est charmant, silencieux et qu'il sait jouer au héros. Assez, a dit le juge. Ils ont fait appel à un expert en écriture. Au moment où les signatures ont été placées côte à côte, le jeu était terminé. La contrefaçon était évidente. Rebondissement 12. La justice démasquée. Pour une fois, le système a vu clair dans le jeu. Le juge a statué en quelques minutes. La propriété reste à Monsieur Elias Ward. Le document déposé sous le nom de Madame Tessa Ward est confirmé comme frauduleux et fera l'objet d'une enquête criminelle. Tessa est restée là, stupéfaite, comme si le sol s'était dérobé sous ses talons. Tu penses que ça te rend meilleur, a-t-elle sifflé. Tu penses qu'ils t'aimeront plus maintenant? Je l'ai regardé, n'ayant plus rien à prouver. Non, ça me rend juste libre. Elle a crié alors que l'huissier s'approchait. Vous le regretterez. Vous le regretterez tous. Mais sa voix s'est dissoute dans le couloir vide. Ce soir-là, le feu crépitait dans l'âtre, comme s'il essayait de réchauffer plus que la pièce. Mara était recroquevillée avec une couverture sur ses genoux, les yeux sur la flamme. Mon père était assis en face de moi, sirotant dans une tasse ébréchée. La maison semblait immobile, non pas de silence, mais de libération. C'est fini, a demandé Mara doucement. Légalement, oui, ai-je dit. Émotionnellement, peut-être pas, Harold a regardé. Ses yeux étaient fatigués, mais enfin en paix. La paix n'efface pas la douleur, a-t-il dit. Elle lui donne juste un endroit où se reposer. Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé par la fenêtre l'horizon sombre au-delà des falaises. Les vagues étaient de nouveau calmes, effleurant le rivage comme si le monde avait enfin expiré. Je suis sorti sur le porche, laissant le vent me frapper le visage. Il n'était plus froid, juste réel. Et alors que je me tenais là, j'ai chuchoté les mots que mon père m'avait autrefois dit. La maison, ce ne sont pas les murs, c'est ce que vous protégez à l'intérieur. L'air ce matin là sentait le sel, le pain et quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer, quelque chose de posé. Je suis sorti pieds nus sur le porche, café à la main, ne m'attendant à rien de plus que le crissement habituel du gravier sous les pneus qui passe ou le cri des mouettes à la recherche de leur petit déjeuner. Mais elle était là, une petite boîte en bois posée doucement près de la porte d'entrée, comme si quelqu'un avait su exactement où je regarderais. Des bords usés, un loquet en laiton, et gravé sur le dessus, 3 simples lettres, HW. J'ai regardé un moment, incertain si je rêvais encore. Puis j'ai vu la note scotchée sur le couvercle, écrite de la main inimitable de mon père. Pour quand le bruit s'arrêtera enfin. Mon souffle s'est coupé. La marche du porche a craqué sous mon poids alors que je m'asseyais, le café refroidissant sur mes genoux. Je n'ai pas ouvert la boîte tout de suite. Je suis simplement resté assis là, la tenant, sentant son poids, pas lourd, mais solide, comme si elle avait attendu patiemment ce moment. Finalement, j'ai ouvert le loquet. À l'intérieur se trouvaient des lettres pliées liées avec de la ficelle, une poignée de photographies délavées et une petite boussole en laiton qui sentait encore faiblement le sel et le tabac, le genre que Harold gardait toujours dans la poche de son manteau à l'époque où il pêchait avant l'aube. La première lettre s'est ouverte comme un murmure. Si tu lis ceci, cela signifie que tu t'es tenu là où je me suis tenu un jour, entre la paix et la fierté. J'ai fait une pause, mes jointures effleurant ma joue où une larme était tombée. Sa voix vivait dans chaque mot. Non pas l'homme qui donnait des leçons ou des avertissements, mais l'homme qui connaissait le silence mieux que la parole. J'ai été dur avec Cole parce que je me voyais en lui. Un combat, pas de boussole. Et je me suis appuyé sur toi parce que tu étais stable. C'était mon erreur. J'ai transformé ta force en un fardeau. Chaque ligne décollait quelque chose que j'avais porté pendant des années. Une culpabilité que je pensais avoir méritée, une faute que j'avais portée comme une seconde peau. Tu étais l'encre, mon fils. Et les encres ne sont pas faites pour briller. Elles sont faites pour tenir quand tout le reste dérive. Je n'ai pas réalisé que je pleurais jusqu'à ce que la main de Mara se pose doucement sur mon épaule. Elle devait avoir entendu la porte d'entrée, ou peut-être avait-elle simplement senti le changement dans la maison. Il a laissé ça pour toi? A-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête en lui tendant la boussole. Elle l'a tournée dans sa paume, les yeux brillants à la lumière du matin. Alors peut-être qu'il est temps de trouver où elle pointe. Je l'ai tenue en l'air. L'aiguille a vacillé brièvement, puis s'est stabilisée, sans dévier, droit vers l'océan. Toujours à la maison, ai-je dit.
Plus tard dans la matinée, j'ai descendu le petit chemin jusqu'à la rive, les pieds nus s'enfonçant dans le sable humide. La marée était douce, tirant de longues et lentes respirations contre les rochers. J'ai sorti quelque chose de ma poche, une forme familière, froide contre ma peau. L'alliance de Cole, la même que j'avais jetée à la mer lors de la dernière tempête, pensant que j'en avais fini avec tout ce qu'il représentait. Mais l'océan avait sa propre façon de rendre ce qui devait être terminé. La bague avait échoué sur le rivage il y a 2 jours, brillant comme un souvenir qui refusait de rester enterré. Je me suis tenu au bord du ressac et j'ai regardé l'eau monter, l'écume s'enroulant autour de mes orteils. Puis, tenant la bague une dernière fois, j'ai chuchoté, repose en paix, mon frère. Et je l'ai laissé partir. Cette fois, cela ne ressemblait ni à de la rage ni à une reddition. C'était complet. À midi, la maison s'était réchauffée avec le soleil. Je suis remonté par le chemin, du sable collé à mes chevilles, le sel s'accrochant encore à mes manches. Harold était dans son fauteuil habituel près de la fenêtre, faisant semblant de lire le journal, mais surtout fixant les pages. Mara a versé du café, fredonnant quelque chose de vieux sous sa barbe, quelque chose qu'elle chantait en préparant le dîner le dimanche. Je les ai rejoints. Pas besoin de mots, juste le faible bourdonnement d'une famille qui se répare à sa manière. Dehors, la mouette tournait paresseusement au-dessus des falaises. La mer scintillait d'une manière que je n'avais pas remarquée depuis des années, non pas parce qu'elle n'avait pas été belle, mais parce que j'avais été trop occupé à survivre pour la voir. J'ai pensé à tout ce que nous avions perdu et à tout ce que nous avions réussi à garder. Il m'avait confié une maison, mais plus que ça, il m'avait confié le sens du foyer. Je les ai regardés, les rides sur leur visage, le calme dans leurs gestes, et j'ai su que c'était le véritable héritage, non pas la terre, le bois ou la pierre, mais ce silence, cette clarté. Le vent a tourné, emportant l'odeur de sel, de pain et de quelque chose de presque sacré. J'ai fermé les yeux. Certains cadeaux ne sont pas faits pour être rendus, seulement compris.